Donc François Québestin qui va nous parler de ce que les interfaces cerveau-machine peuvent nous dire sur un neurofeedback de qualité. François Québestin est responsable d'une équipe de recherche interface cerveau-machine, donc vraiment spécialisée sur les interfaces cerveau-machine. Il y en a très peu en France, dans un très bon laboratoire, le Cristal. Et donc, il aborde plusieurs thématiques dans son équipe. Aujourd'hui, il va essayer de nous apporter quelques lumières sur un problème qui est un petit peu transversal. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Donc, c'est difficile d'intervenir juste après la discussion qu'il vient d'avoir, parce que j'ai l'impression qu'entre spécialistes du neurofeedback, c'est difficile de dire ce que c'est qu'un neurofeedback de qualité. Donc, étant donné que je ne travaille pas du tout dans le domaine du neurofeedback, mais simplement dans le domaine des interfaces cerveau-machine, je me demande si le titre est vraiment approprié. Alors déjà, merci pour votre invitation. Merci de me permettre de participer à cette journée que j'apprécie vraiment. Je trouve que le fait d'avoir des orateurs qui sont des doctorants ou post-doctorants, qui sont en prise directe avec les travaux, qui viennent présenter ce qu'ils ont appris à faire pendant la préparation de leur thèse, c'est quelque chose qui est génial et très motivant. Voilà, ça va changer de catégorie, parce que je ne suis pas doctorant ni post-doctorant, je suis directeur d'une équipe de recherche, et ça fait quelques années que je travaille dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Donc, j'avais prévu qu'en tant que l'un des derniers intervenants de la journée, c'était pas forcément la peine de refaire une introduction générale sur ce que c'est que les interfaces cerveau-machine, comment on mesure le jet et tout. Je me doutais qu'il y allait y avoir quelques personnes avant moi qui allaient en avoir parlé. Bon, par contre, je pense que c'est intéressant de refaire un petit peu, de mon point de vue, ce qui peut faire la différence ou les similarités entre neurofeedback et PPCI, en particulier sur le fait qu'il y ait une boucle dans les deux cas et qu'on a vu que le champ applicatif pour les uns peut être justement l'intérêt pour les autres. Donc, d'ailleurs, dans le titre, il y avait aussi ce que les PCI, entre guillemets, outils, peuvent apporter au neurofeedback, entre guillemets, but atteindre. Donc là, je pense qu'effectivement, on est clairement dans le problème qui se pose. Donc, moi, en tant que membre de la communauté PCI, je considère que le neurofeedback, c'est l'une des applications potentielles des outils qu'on développe, et je me positionne effectivement en tant que créateur d'outils, et ça a été très bien montré aussi sur ce que tu as fait. Il y a des choses qu'on a développées dans la communauté qui vont pouvoir être appliquées en dehors du champ applicatif initial, qui était principalement la communication palliative pour des personnes nouvellement handicapées. Et pour la communauté neurofeedback, le PCI, c'est un outil, c'est une façon plus efficace, entre guillemets, d'aller chercher un marqueur particulier de l'activité cérébrale qui peut être utilisé à des fins d'entraînement. Maintenant, je pense que la distinction est aussi, et on l'a vu, sur ce que c'est que l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on essaye d'apprendre dans un cas, l'utilisateur a comme objectif du PCI, a comme objectif d'agir sur un système extérieur à sa propre personne, parce qu'il est en général plus capable de le faire directement. Et donc, du coup, l'objectif, c'est effectivement le contrôle d'un élément extérieur. Alors, dans le neurofeedback, l'objectif, c'est le contrôle d'un élément intérieur, d'un état mental, d'une capacité à se focaliser. Et donc, je pense que dans les deux cas, c'est la même boucle. J'ai vu la boucle plusieurs fois aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère comme étant l'entrée, qu'est-ce qu'on considère comme étant la sortie et le moyen. Donc, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut voir des différences. C'est que, selon moi, dans le cas du neurofeedback, le but à atteindre, il reste à l'intérieur de la personne et il ne ressort pas de la boucle. Enfin, la boucle est utilisée justement pour modifier l'état mental et pas pour ressortir de l'utilisateur. Alors, de l'utilisateur, du patient, où j'ai vu un nouveau terme qui apparaissait, de l'apprenant en l'occurrence, parce que si on se focalise sur l'apprentissage humain, on peut considérer que c'est trois catégories de personnes avec des objectifs qui peuvent être un peu différents. Alors, la qualité du neurofeedback, la façon dont je l'ai compris, j'ai compris cette question quand on me l'a posée et qu'on m'a demandé de faire quelques mots dessus, c'était principalement sur est-ce qu'on peut obtenir un apprentissage efficace de la part de l'utilisateur en une durée relativement courte, c'est-à-dire pas nécessiter des semaines ou des mois d'entraînement afin d'arriver à une efficacité de réalisation d'une tâche mentale particulière. Et de ce que j'ai trouvé dans la littérature, parce que je le répète, c'est pas mes travaux que je présente, je ne travaille pas du tout sur ces aspects-là, je travaille sur la communication palliative, sur la réalisation d'interfaces de communication, donc ça a été pour moi l'occasion aussi de me documenter, de regarder ce qu'on pouvait faire sur ces aspects-là. De ce que j'ai vu principalement, ce qui fait que l'apprentissage va être efficace dans ces applications-là, c'est justement le fait qu'on ne se contente pas de réagir à des stimulations, mais il y a un aspect cognitif qui est très fort. Et donc, la charge cognitive créée par la tâche d'apprentissage doit être maintenue dans une gamme à peu près constante pour que, en termes de durée d'apprentissage, selon la littérature, on arrive à une sorte d'optimum. Et donc, il y a un article sur lequel
j'ai lu et j'ai appris beaucoup de choses dessus, qui sont relativement récents, hein, 2014, avec la notion de contrôle, c'est-à-dire que la personne, et on l'a déjà évoqué, l'utilisateur doit avoir une façon de contrôler quelque chose, et ça semblerait être l'un des critères qui permet justement d'avoir cette efficacité en termes de durée d'utilisation. Alors, à partir du moment où on considère qu'on va pouvoir mesurer l'efficacité du neurofeedback, on a déjà une boucle, implicitement, hein, entre l'utilisateur et le système extérieur qui va lui permettre de changer son état mental. Et maintenant, si on essaye d'évaluer l'efficacité, ça veut dire qu'on remet une deuxième mesure supplémentaire avec éventuellement une deuxième boucle de rétroaction, qui fait qu'il y a le premier neurofeedback avec ses propres caractéristiques, et puis selon la qualité qu'on veut obtenir, ou si on se rend compte que ça ne marche pas de façon optimale, on va revenir avec une deuxième boucle de rétroaction pour rechanger comment le neurofeedback fonctionne. Alors, est-ce que cette deuxième boucle qu'on souhaite introduire par le fait d'une mesure de qualité, est-ce qu'on va la faire en temps réel, c'est-à-dire au même titre que quand on renvoie l'information à l'utilisateur, donc essayer de modifier les paramètres du système pendant qu'il fonctionne, ou est-ce qu'on peut le faire a posteriori, à la fin de chaque essai, à la fin de chaque séance, vérifier que les paramètres de fonctionnement étaient corrects ou pas. Et donc je pense que c'est un peu là-dessus que j'ai essayé de regarder si on pouvait formaliser ça, sans forcément fournir des réponses. Ça serait bien prétentieux de prétendre qu'on va donner des réponses à un domaine qu'on découvre. Hein, mais au moins des pistes de réflexion et puis des questions qu'on peut se poser sur ce truc-là. Donc est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'il y a des systèmes ou des méthodes actuelles qui permettraient de créer une boucle supplémentaire? Est-ce que, dans un premier temps, le fait d'analyser ce qui s'est passé pendant une session permet d'avoir une indication sur la qualité de l'apprentissage? Alors, je reviens sur une chose qui a déjà été évoquée au moins une fois ce matin, la zone proximale de développement de l'utilisateur, qui semblerait, selon cette étude et d'autres, garantir que, justement, on va obtenir cette efficacité de l'apprentissage chez l'utilisateur en un temps raisonnable. C'est quand on considère qu'il faut qu'il apprenne en partie seul, et en partie grâce au feedback. Et justement, le bon réglage semble être entre les deux. Ne pas être uniquement sous le contrôle du feedback avec une réponse automatique, et ne pas uniquement être focalisé sur une tâche cognitive très lourde qui ferait que finalement, il n'y a pas d'apprentissage sur du long terme. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a un point très intéressant, et la zone proximale de développement qui a été développée dans cet article, enfin tout au moins une méthode d'estimation de cette zone proximale pour une application particulière, m'a paru quand même très intéressante. Donc là, ce qu'il propose de faire dans cet article, c'est sur la base des taux de réussite de l'utilisateur, enfin tout au moins des taux de bonne classification réalisés par le système automatique après la séance d'entraînement, de voir si on était ou pas dans la zone proximale de développement de l'utilisateur. Donc est-ce que le feedback était trop fort, et donc est-ce qu'il favorisait des réponses, je dirais, automatiques, ou est-ce qu'il n'était pas suffisant, est-ce qu'il favorisait donc des réponses où la cognition était importante? Et donc, je reviens un petit peu quand même aux aspects techniques, dans les systèmes de feedback qui vont intervenir justement ces boucles, il y a quelque part un système automatique qui va classifier l'état mental. Donc on a parlé un petit peu des analyses qu'on peut en faire à partir de l'EEG ou de modalités. Ici, en fait, le classifieur va, dans certaines situations, considérer qu'on va dans le bon sens, dans d'autres cas, qu'on va dans le mauvais sens, et donc on a une sorte de seuil qui va apparaître à un moment donné. Et donc ce seuil, naturellement, comme l'état mental de la personne n'est pas facile à déterminer, ce seuil, en fait, il va pouvoir varier selon les expérimentations. Le fait de bien le positionner peut garantir que ça marche bien ou pas. Et donc, hors ligne, l'objectif, ça va être de regarder ce qui s'est passé, donc de savoir dans quel cas la personne réalisait la bonne tâche et le système l'a vu, dans quel cas la personne réalisait la bonne tâche et le système ne l'a pas vu, dans quel cas c'était l'inverse, il a réalisé la mauvaise tâche ou ne réalisait pas correctement la bonne tâche et le système a considéré que c'était bon. Excusez-moi. Donc ces taux de bonne classification ou de classification qu'on caractérise en analyse de données, peuvent être évalués justement a posteriori. Donc les taux de vrais positifs, c'est les situations dans lesquelles l'utilisateur réalisait la tâche et où le système a considéré que c'était bien. Les taux de faux positifs, c'est dans les situations, dans le cas où l'utilisateur ne réalisait pas la tâche et le système considérait que c'était bon. Je vais essayer de pas trop m'ennuyer, j'avais mélangé les deux sur la même slide, comme quoi en essayant d'aller vite on se plante. Bon,
ça ira peut-être mieux sur une slide. Donc la proposition qui a été faite par les auteurs, c'est en fait de prendre a posteriori, de faire varier le seuil sur les données qui ont été préenregistrées. Donc là, on n'est plus dans le feedback, mais on a enregistré des données et on fait varier le seuil, comme si on avait d'autres manipulations qui étaient réalisées avec le même retour de l'utilisateur. Et il trace deux courbes en fonction du seuil, une courbe des vrais positifs qui renseignent sur le fait que l'utilisateur a bien réalisé cette tâche en modulant son activité mentale et en utilisant le feedback. Donc là, c'est le cas où le feedback est strictement nécessaire. Donc c'est la courbe qui est tracée en bleu sur le haut. Et le taux de faux positif, c'est que malgré la présence du biofeedback, l'utilisateur n'a pas réussi à réaliser cette tâche. Et ce qu'il considère, c'est que justement la zone proximale de développement, elle peut être caractérisée par l'espace, l'écart qui existe entre ces deux courbes. Donc si, a posteriori, après l'étude, on peut traiter les signaux et regarder où se trouve cette zone proximale de développement, on peut définir le nouveau seuil qui peut être utilisé dans la séance suivante, de telle sorte que l'utilisateur, cette fois-ci, soit dans le meilleur cas possible en termes d'apprentissage efficace. Pas trop guidé par le feedback et pas trop autonome, parce que le feedback n'est pas suffisant. Donc j'ai trouvé que cette méthode était relativement facile à implanter, parce que quand on dispose d'un système d'interface cerveau-machine, en général, ces taux de bonne classification, on peut les exploiter sans trop de problèmes à la fin. Et donc, quand on a un paramètre à ajuster entre une session et la suivante, je pense que ça doit être une technique qui est, à mon avis, facile à implémenter, et en l'occurrence, qui est aussi validée par un certain nombre de démonstrations rigoureuses qui a été faites dans ce papier. Alors maintenant, l'autre partie dont j'ai parlé, c'est que, est-ce qu'on peut se poser la question, enfin, on peut toujours se poser une question, mais est-ce qu'on pourrait faire, avec l'état actuel des connaissances, une double boucle de feedback, avec le premier neurofeedback qui est utilisé par l'utilisateur, et le deuxième niveau, qui consiste à vérifier est-ce que je présente est efficace ou pas, en termes de charge cognitive, et si c'est pas efficace, je modifie le feedback pour que ça marche mieux. Donc, cette fois-ci, dans le papier que j'avais déjà cité tout à l'heure de vous, de l'équipe de Crystal Emper, c'est effectivement ça qu'ils envisagent de faire de façon systématique pour améliorer l'entraînement. Alors c'est pas uniquement dans le neurofeedback, pas uniquement dans le BCI, ils travaillent un peu dans les deux domaines, donc je pense que voilà, c'est très bien qu'on se pose aussi ce genre de questions. Ça me paraît difficile dans certaines situations de différencier les deux objectifs. Le BCI et puis le neurofeedback ont des objectifs communs. Et là, comment faire pour garantir que l'apprentissage est effectivement le plus efficace? C'est de considérer qu'il n'y a pas non plus que cet aspect conditionnement opérant, et ça on l'a déjà vu aujourd'hui, mais des aspects cognitifs. Et donc parmi les possibilités qui existent pour générer le feedback, on peut un peu, comme on l'a vu juste avant, soit choisir des voies qui sont plus simples à interpréter, où il y aura plus de réponses automatiques, soit des voies où l'action cognitive sera plus importante. Et donc, pour que les deux soient efficaces, pareil, il faut que, pour que le neurofeedback soit efficace, il faut que les deux interviennent en même temps. Et la description qui est faite dans cet article, c'est de considérer qu'en fait, au moment de l'apprentissage, on peut avoir plusieurs réseaux d'enregistrement des informations qui interviennent, en particulier ce qu'ils appellent le réseau organismique, qui est très peu spécifique, sur lequel en fait l'utilisateur répond peut-être de façon automatique aux questions qui lui sont posées ou alors à la tâche qui lui est présentée. C'est peu spécifique et donc du coup, c'est pas forcément dans cette zone-là qu'il faut se placer pour faire un bon apprentissage. Ensuite, c'est ce qui se qualifie de réseau central, dans lequel l'aspect cognitif est important, d'ailleurs prépondérant, et il y a une forte mobilisation de l'attention et des ressources cognitives pour réaliser la tâche. Et ce qu'ils considèrent, c'est qu'il faut que les deux réseaux soient actifs simultanément, donc pas être complètement localisé dans le réseau central, pas être complètement dans l'organismique, et donc essayer de se situer entre les deux. Et ce qu'ils préconisent justement, c'est pour mobiliser le réseau local d'apprentissage, c'est de regarder quel est le niveau d'implication dans la tâche cognitive, de mesurer ce niveau, et alors soit ça peut être l'expérimentateur qui donne des consignes supplémentaires à l'utilisateur, ou alors qui agit lui-même sur le type de paradigme qui intervient dans le neurofeedback, ou alors on peut justement arriver au système dont je vous ai parlé, de double feedback, avec cette mesure par exemple de la charge cognitive. Si la charge cognitive est trop élevée, on va simplifier le paradigme. Si elle n'est pas suffisante, on va l'augmenter, pour essayer de rester dans cette zone intermédiaire où justement on considère que l'apprentissage pourrait être optimal. Donc il préconise par exemple d'essayer de trouver des états style mind wandering, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de temps pour penser à autre chose que la tâche qu'on est en train de faire. Donc dans ce cas-là, si on détecte cet état mental particulier, on complexifie le neurofeedback.
Si par contre il y a des techniques aussi en BCI qui permettent d'évaluer la charge mentale et la charge cognitive, si ça devient trop élevé, on peut décider de diminuer un petit peu la complexité de la tâche pour redescendre à un niveau acceptable. Et donc finalement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation parce que je pense que cette proposition-là, elle ouvre aussi beaucoup de questions sur ce qu'on entend par efficacité. Est-ce qu'on pourrait mettre en place ces deux boucles fermées? Alors vous voyez qu'ici j'ai considéré que le BCI était un outil, hein, c'est-à-dire qu'on fait une analyse de l'état mental, on sort un signal, et puis à partir de ça, d'un côté on crée du feedback, de l'autre côté on ajuste le fonctionnement de notre feedback. Et on pourrait envisager, et je pense que ça a déjà été présenté implicitement dans certains schémas qu'on a vus ce matin, d'avoir cette double boucle de rétroaction, une sorte de BCI passive qui modifierait le fonctionnement d'une BCI active pour justement améliorer le niveau d'efficacité. Alors, ça c'est une proposition. Puis quand j'ai vu les présentations qui ont eu lieu ce matin, et en particulier celle de Thomas sur l'aspect control science et tout, je suis à la base un automaticien. Alors, avant de faire tous ces trucs-là, j'enseigne l'automatique de base et le contrôle à mes étudiants. Et quand on essaye d'optimiser un système, donc de le rendre plus efficace d'un côté, d'aller plus vite, d'être plus stable, d'être plus précis, les automaticiens savent très bien qu'en général, on risque de le déstabiliser ou de le rendre carrément inopérant. Et donc, je me pose des questions, et je pense que c'est vraiment une des questions qu'on doit se poser en mettant en place ce genre de système. Est-ce qu'il faut vraiment s'arranger pour qu'un feedback soit le plus efficace possible? Et s'il est très efficace d'un côté, qu'est-ce qu'on accepte éventuellement de perdre en efficacité de l'autre côté? Je ne sais pas s'il y a des exemples concrets, mais en tout cas, dans le domaine de l'automatique, c'est clair qu'on sait très bien qu'il y a toujours un inconvénient quand on a un avantage. Et alors, si on favorise une réponse en termes de rapidité d'apprentissage, est-ce qu'on ne pénalise pas la stabilité de l'apprentissage sur le long terme? Est-ce que si on a appris à faire quelque chose de façon efficace et automatique en une durée courte, est-ce que ça restera vrai 6 mois après? Donc, en général, on sait qu'on apprend des échecs. Si on ne fait jamais subir à l'utilisateur des échecs quand il réalise cet apprentissage, est-ce qu'on sera toujours dans une phase de succès sur le long terme? Donc là, j'ai pas de réponse, je ne suis pas persuadé que ce soit facile de répondre à ces questions, mais après avoir regardé un petit peu en tant qu'extérieur au domaine, enfin je connais un petit peu ce qui se passe dans le domaine, mais je ne travaille pas dessus, après avoir fait cette revue de littérature, je me pose la question de l'efficacité d'un neurofeedback. Qu'est-ce qu'on entend par un neurofeedback efficace? Et on en revient aux questions qui étaient en cours de discussion juste avant que je commence à parler. Donc vous pouvez faire comme si j'avais rien dit entre les deux. Merci François. Donc vous pouvez poser quelques questions à notre orateur. Pendant ce temps-là, n'y prêtez pas trop attention, même si je le dis, on est en train d'installer les tables pour la suite. Ne vous empêchez pas de lui parler pour autant. Merci François. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire justement sur la nécessité des erreurs, et pour revenir à la zone de développement maximal que tu as montré avant, je ne connais pas ce papier, je ne l'ai pas lu, mais je suis pas... Moi je ne l'ai pas lu. Je t'ai fait parler. Bon, ouais. Si j'ai bien compris, on choisit le seuil tel que la différence entre les états positifs et les faux positifs, c'est maximum. Mais ça, du coup, ça ne prend pas en compte les progrès d'utilisateurs en fait. Parce que ça veut dire que c'est une zone confortable au début, mais quand il devient bon, il va probablement rester dans une zone trop facile. En fait. Exactement. Voilà. Mais c'est justement le problème de ce qu'on entend par l'efficacité de l'apprentissage. Si on considère qu'à la fin, il y a beaucoup de faux positifs et très peu de... beaucoup de vrais positifs et très peu de faux positifs, on considère qu'on est toujours au milieu de la zone et donc il n'y a plus grand-chose à apprendre. Mais quelque part, oui, c'est la confusion. Une fois que les performances sont arrivées dans cette zone-là, on peut considérer que l'entraînement est partiellement fini, tout au moins du point de vue de l'efficacité de l'apprentissage. Parce que du coup, en développement d'efficacité, ça permettra d'aller encore plus loin. Là, j'avoue que ça sort de mon domaine. La question est ouverte. Sur le court terme, oui. Sur le plus long terme, je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions pour François? Dans le second feedback, pour pas qu'on perde en efficacité, est-ce qu'on ne peut pas rajouter un peu d'aléatoire?
c'est-à-dire que là, si on rajoute une modification aléatoire du paradigme, c'est plus vraiment nécessaire d'introduire cette question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'introduire un niveau d'instabilité? Parce que quand on met des boucles supplémentaires, on risque d'avoir quelque chose qui diverge.